Eh bien, écoutez, bonjour Michel. Bonjour. Je suis vraiment ravie et honorée de vous interviewer, de faire votre rencontre, et qui plus est au sein même de votre institut où il y a une formation en cours. Oui. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire, eh bien, qui vous êtes, ce que vous faites? Écoutez, oui, merci Chloé d'avoir eu envie de me tendre un micro et une caméra pour me permettre d'exprimer, de parler de tout ce qui me passionne et que j'aime beaucoup. Je suis un praticien professionnel en shiatsu, je suis quelqu'un qui a créé un institut de formation professionnelle en shiatsu il y a déjà presque une trentaine d'années et qui enseigne donc ce qu'est cette technique, qui est une technique qui vient du Japon et qui est une sorte d'ostéopathie orientale, c'est-à-dire qui utilise des techniques corporelles, bien entendu, telles que l'ostéopathie que l'on connaît, nous, en Europe, auxquelles s'ajoutent des pratiques qui sont en lien avec les données de la médecine traditionnelle chinoise, et notamment celles que nous connaissons à travers l'acupuncture, c'est-à-dire un travail sur des trajets particuliers du corps qui s'appellent des méridiens, et sur des points particuliers du corps qui sont les points qu'on connaît en acupuncture. Ok, ben, je vous remercie pour cette première présentation. On va évidemment revenir sur une définition bien plus claire de ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise, du shiatsu. J'ai vu également dans vos nombreux ouvrages qu'il y avait un lien, j'ai l'impression, fort avec la réflexologie. Je trouve que c'est Oui. important de le définir puisque les personnes qui me regardent, elles savent que moi, je pratique l'hypnose et la programmation neurolinguistique, mais on n'est pas du tout sur les mêmes présupposés. Donc moi, à titre personnel, ça va être une découverte. En plus, j'ai eu des clients qui, eux, pratiquaient aussi cette technique-là. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, je voulais aussi dire que j'ai eu à cœur de vous interviewer dans le cadre des personnalités inspirantes parce que je trouve que d'avoir créé un institut aussi célèbre, d'avoir pu démocratiser cette pratique-là et d'être aussi passionné, puisque vous avez écrit de nombreux ouvrages, et vous avez participé à de nombreuses interventions. Bah, je trouve que au niveau de l'accompagnement thérapeutique, des idées qui sont les vôtres dans ce dans quoi vous vous intéressez et en même temps de toute votre expérience aussi, bah, je suis sûre que j'aurai plein de choses à apprendre de vous et c'est la même chose pour nos auditeurs. Ben écoutez, j'en serais ravi. J'en serais ravi. Vous savez, on a toujours grand plaisir à partager ce à quoi on croit, ce autour de quoi on a construit sa vie et ce qui nous passionne. Moi, ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est la rencontre que j'ai faite effectivement avec les philosophies d'Extrême-Orient, dans le sens où elles ont apporté des réponses dans mon chemin de vie qui étaient celles où les modes de pensée dont je suis issu, qui sont les modes de pensée occidentaux, n'apportaient pas de réponse. Sur quelle thématique exactement? Notamment sur ce qui est la relation entre le corps et l'esprit et l'indissociabilité de ces deux pans fondamentaux. Et autant nous avions cette connaissance-là à l'époque hippocratique, avec notamment la théorie des humeurs, quand Hippocrate disait que si on était de mauvaise humeur, on allait se fabriquer de mauvaises humeurs corporelles, c'est-à-dire des fluides corporels et donc se rendre malade. La médecine commence quand même à s'y intéresser tardivement. Elle y revient. Et c'est un très grand bonheur pour moi, parce qu'il y a une trentaine d'années, et même un peu plus, puisque un de mes livres, qui est un de mes best-sellers, qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », a été publié, on fête les 30 ans cette année. Donc pour vous dire qu'il y a déjà une antériorité là-dessus, à l'époque de sa publication, ça s'est pas passé simplement. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de réactions et de critiques et de etc., voire plus, parce que c'était difficilement audible à l'époque de dire que le corps et l'esprit pouvaient avoir des liens et que ce qui se passait dans notre réalité physique pouvait être mis en résonance avec ce qui se passait dans notre psychisme. Sauf que moi, si vous voulez, c'était quelque chose que j'ai rencontré dans la pratique qui était la mienne, et qui était une pratique dans laquelle je travaillais sur le corps à travers cette technique japonaise qui s'appelle le shiatsu, mais que par l'émergence et la libération des tensions physiques que j'avais dans le corps des patients, émergeaient à ce moment-là des communautés de vécu pour des communautés de symptômes qui m'ont conduite à développer cette idée, ce concept qui a été novateur à l'époque, dans lequel maintenant beaucoup de gens se sont engouffrés, parfois en oubliant un peu de citer leurs sources d'ailleurs, de dire que lorsqu'il y a une pathologie ou un comportement accidentogène chez un individu, il y a sans doute quelque chose qui a besoin d'être mis en lien avec la phase de vie dans laquelle il se situe, avec les vécus qui sont les siens, et éventuellement les tensions, les blessures, les souffrances émotionnelles qui peuvent exister chez lui. Tout à fait. Mais je pense que, comment dire, dans la médecine occidentale, en tout cas en France, et même dans la psychologie, qui
en France, à l'université, reste très scientifique. C'est vrai que nous, dans notre culture, on veut faire les choses de manière très scientifique, on veut prouver, la science fonctionne par négation, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé pourquoi il y avait un lien, on dit pas les choses, et c'est vrai que ça a mis du temps à émerger. Oui, avec une autre raison, en plus, qui est une autre raison majeure, c'est une question territoriale. On a dit à la psychologie, vous vous occupez de l'esprit, on a dit à la médecine, vous vous occupez du corps, et vous ne mêlez pas des choses de l'autre. C'est vrai. Et c'est très dommage, c'est très dommageable. Dans les temps très très anciens, les premiers médecins, c'était les prêtres. C'est-à-dire, pas dans l'idée de parler de religion, mais dans l'idée de parler de champ de spiritualité ou de champ subtil de l'individu qui puisse être interagissant avec la réalité physique. Nous sommes des corps qui sont animés par des esprits. J'imagine que du coup, vous êtes parfaitement d'accord avec un des présupposés que nous, on donne souvent en hypnose, qui est le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Bien sûr. Vous voyez donc les choses comme ça. Bien sûr. Et on peut pousser la chose extrêmement loin, c'est-à-dire, et c'est ce que j'ai fait moi dans mon approche, quand j'ai développé la notion de psycho-énergétique, au tout début des années 80, la grille fondamentale de base, hein, qui n'était pas une grille de recettes type, était une grille de logique et de cohérence relationnelle, qui disait que à partir du moment où je considère que l'esprit anime le corps, et que la vie est bien faite et qu'il y a une espèce de résonance entre ce qui est le visible et l'invisible, en observant comment est construit un corps, je comprends comment fonctionne un esprit. Et que si un corps est construit à travers des systèmes organiques, eh bien un esprit doit être construit à travers des systèmes psychiques, et que chacun d'entre eux rentre en résonance. C'est très intéressant, moi je suis vraiment très intéressée d'en savoir plus et d'avoir plus de détails, particulièrement parce que je ne sais pas si vous en avez en formation, mais moi je sais que quand je suis en formation, par exemple, je suis quelqu'un d'assez logique, j'aime bien comprendre, et c'est vrai que ça m'a l'air hyper intéressant, mais ça demande justement d'y creuser. Et du coup, il y a une question qui me vient, j'imagine que vous connaissez l'ouvrage des 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Oui. Qui dit que, d'ailleurs, elle donne des schémas dans son livre où, en fonction de la morphologie de la personne, on pourrait déterminer quelle est sa blessure. Bon, là, on est sur encore d'autres présupposés, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque vous venez de dire que, en fonction de comment le corps était, on pouvait comprendre éventuellement quel était son vécu ou les troubles psychiques. En fonction de comment le corps souffre. D'accord. Pas en fonction de comment le corps est. D'accord. Alors, pour ce qui est de la question où Lise Bourbeau, etc., au début des années 80, on a été très peu à pressentir cette espèce de relation entre le corps et l'esprit et à essayer de l'organiser. Les Nord-Américains ont été deux. Il y a eu Lise Bourbeau et Louise Hay, qui ont été les deux... Transformer votre vie par rapport à ces positives. Qui ont été dans la vision et dans la logique nord-américaine, qui est une logique systématique et une logique de recette. C'est-à-dire, si tu as ceci, fais ça, dis ça, pense ça, réfléchis à telle chose, etc., etc. Ça, c'est une manière de voir les choses. La logique qui a été la mienne, qui a été inspirée à nouveau par, comme pour elle, parce que c'était des praticiennes. Donc, c'était des personnes qui rencontraient de la souffrance. Et qui, sur cette souffrance qu'elles rencontraient, ont réfléchi et se sont dit, mais tiens, telle personne qui souffre de telle chose, en même temps, elle vit tel ou tel type de situation. J'ai eu le même principe de raisonnement. Avec une différence majeure, c'est que moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans une grille de système qui soit une grille dans laquelle je trouve que c'est important. Le risque majeur est de déterminer quelque chose. Alors qu'il n'y a pas ce déterminisme, que l'histoire propre de chacun vient inscrire quelque chose de particulier. Et derrière l'ouvrage que je citais tout à l'heure, il y a un peu plus de 6000 consultations. Derrière ces 6000 consultations, il y a des milliers de fiches qui ont été compulsées, étudiées, etc. Et qui m'ont amené à constater que derrière, par exemple, une souffrance à un genou chez une personne, il y a une trame commune. Mais une trame commune qui porte une histoire qui est spécifique à chaque fois. Et que par conséquent, notamment dans les éléments de formation que j'ai ici à mon institut pour les praticiens que je forme, il n'est absolument pas question de dire au patient le sens qu'il a à mettre, mais il y a, parce que quelque part on en connaît une certaine trame, à le conduire à le trouver lui. Mais on peut se tromper. Bah, si on fait raconter ça avec l'histoire de vie. Ouais. Il y a un moment donné, quand dans l'histoire de vie vous rencontrez la vérité, quelque chose se passe en vous qui s'appelle un insight, c'est-à-dire un truc qui dit bon sang, mais bien sûr. Mais oui, c'est ça. Et ça ne ment jamais pour une raison très simple. C'est que quand le patient touche ce sens-là, ça génère chez lui de la réaction physique. Les larmes viennent aux yeux, il y a un coup de chaleur qui monte, le rire apparaît,
la personne a besoin de bouger ou tel. On sent que l'impact qui s'est fait d'abord, semble-t-il, apparemment sur le plan cortical, est descendu au niveau corporel. Ça, c'est la signature de la vérité de l'individu qui est en face de vous. Ouais. J'ai interviewé la dernière fois Hélène Beccali, qui est une psychanalyste. Elle me disait effectivement quand il y a, comment dire, une prise de conscience de par l'inconscient, quand on met le doigt sur quelque chose ou le mot sur quelque chose, les accès sont pas les mêmes. Du coup, c'est vrai que le corps réagit. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le shiatsu, parce que moi, je ne connais pas du tout cette pratique. J'ai vu que les termes reliés, c'était la réflexologie. Vous avez parlé de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, nous expliquer comment ça fonctionne et surtout, bon, le présupposé principal, on a bien compris, c'était le lien entre l'esprit et le corps. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Alors, comment on fait pour créer le lien ou pour pratiquer, pour pratiquer cette... ouais. Je crois que si on veut véritablement accompagner quelqu'un, et ça c'est un point de vue qui est le mien, c'est ma croyance, je ne dis pas que c'est une vérité, je pense qu'il y a une nécessité à rentrer en lien avec la personne, tant sur le plan physique que sur le plan psycho-émotionnel. Et que si on veut vraiment résoudre la question sur le fond, ce qui peut être le phénomène qu'on connaît à travers la catharsis ou un certain nombre de choses comme ça, il y a une nécessité à un moment donné à associer le corps au travail qui se fait. Ça a été ma démarche. Et donc pour ça, je suis allé vers des pratiques corporelles, qui étaient des pratiques corporelles qui prenaient en compte, dans le travail sur le corps, les liens qu'il pouvait y avoir avec des champs un peu plus subtils, que ce soit ce qu'on appelle la trame énergétique, on connaît ça à travers l'acupuncture, à travers toutes les techniques énergétiques, ou à travers la trame réflexe, ce qu'on connaît à travers les réflexologies. Vous pouvez donner des exemples? Oui, la réflexologie est plutôt d'origine occidentale, même s'il existe une réflexologie plantaire chinoise, alors que le shiatsu, lui, est basé sur les fondamentaux de la médecine extrême orientale, qui sont la médecine traditionnelle chinoise et qui sont la médecine japonaise plurimillénaire qui s'appelle le Kampo. Et qui sont toutes les trois, en tout cas, des approches dans lesquelles on a posé des hypothèses ou des grilles de travail qui sont que quand je travaille ou j'appuie sur telle ou telle zone corporelle, ça va avoir une résonance avec des structures organiques qui peuvent être en profondeur. Structures organiques qui elles-mêmes, à un moment donné, peuvent être en lien avec un psycho-émotionnel. Et qu'on peut envisager que derrière un organe comme le foie, il puisse y avoir une émotion qui s'appelle la colère, que derrière un organe comme le poumon, il puisse y avoir une émotion qui s'appelle la tristesse. Et que lorsque je vais réguler par exemple, des énergies du poumon, ça peut avoir une action sur le champ organique. On peut calmer une bronchite, on peut faire etc., etc. Ou ça peut avoir une action sur le plan physiologique. Ça peut aller travailler sur la tristesse, associée à un deuil, à une perte, à un regret, ou quelque chose. Et que l'organisation de ces approches, elle est intéressante parce que à tout moment, dans le lien que l'on constitue aux patients que l'on reçoit, eh bien, il y a tout un travail de recherche d'informations et de repérage des déséquilibres. Il y a une conduite d'entretien particulière, il y a des techniques de prise de pouls énergétique qui sont des éléments qui nous donnent des informations qui vont nous permettre de tracer une espèce de piste qui nous amène vers le fait de dire que il y a sans doute tel ou tel type de tension. Comme des sortes de tests à différents niveaux, tests énergétiques. La réflexologie, elle a organisé des cartographies qui sont plutôt sur les voûtes plantaires ou sur les mains ou sur le visage et qui disent qu'à telle zone ou tel endroit de la main, du pied ou du visage, il y a un point qui, quand j'appuie dessus, va amener de l'information à une zone organique ou physiologique du corps et permettre de relâcher, de détendre, de nettoyer, d'éliminer, etc., etc. Il y a au niveau de la médecine traditionnelle chinoise une cartographie qui est celle des méridiens d'acupuncture. Il y a dans mes ouvrages un certain nombre de cartographies comme ça, où l'on voit qu'il y a des espèces de trajets, un peu comme les vaisseaux sanguins, etc., sur lesquels on peut aller travailler pour rééquilibrer le fonctionnement physiologique ou émotionnel de tel ou tel type d'organe. Et puis, il y a une cartographie qui est celle du shiatsu. Shiatsu, ça vient du japonais qui veut dire pression des doigts. Donc, c'est par des pressions des doigts qu'on fait un travail de repositionnement articulaire ou de stimulation des points d'acupuncture. Quelles qu'elles soient ces approches, elles ont toute une finalité qui est une finalité globale, c'est de comprendre que la problématique de fond, c'est de repermettre le retour à l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie sur le plan physique, et que c'est quelque chose qui est global. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des logiques dans lesquelles on cherche à s'opposer à la maladie, à ce qui s'exprime, mais à comprendre qu'elle est, elle, un signal de quelque chose qui dysfonctionne,
et que plutôt que d'essayer de s'opposer au signal, c'est-à-dire arrêter la lumière rouge qui clignote ou faire taire la sonnerie, etc., comme malheureusement on sait le faire dans un certain nombre d'approches, notamment occidentales, et bien plutôt d'essayer d'aller à la source, en disant mais si ça fait ce bruit-là, c'est que sans doute il y a ça qui dysfonctionne. Et si cette zone-là dysfonctionne, c'est que sans doute, au-delà de ce qu'est la question organique, eh bien il y a sans doute quelque chose qui a à voir avec le psycho-émotionnel. Et c'est la grande difficulté que rencontre aujourd'hui la science occidentale, qui est capable... C'est vrai que là où je vous rejoins beaucoup, c'est que à trop vouloir théoriser, des fois on a beaucoup de limites aussi. Hein. Bien sûr. Autant dans le thérapeute que chez le patient. Bien sûr, bien sûr. Après partout, vous me direz. Oui, mais c'est valable partout. Mais ça, c'est moi ce que j'explique à travers le complexe de Narcisse. Le Narcisse, c'est pas quelqu'un qui se trouve beau et qui se regarde dans l'eau et qui finit par se noyer. La mythologie nous explique très précisément ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, plus il s'approche parce qu'il trouve que ce qu'il voit est intéressant pour rentrer dans le détail, plus il risque de se noyer. C'est ça l'idée fondamentale qui est derrière ça. Et qu'il y a à un moment donné, la trame fondamentale qui doit exister est une trame de cohérence. Une trame qui doit se dire que fondamentalement, le macrocosme et le microcosme sont intimement liés, fonctionnent selon les mêmes principes et les mêmes règles. Et qu'à partir du moment où telle chose... C'est intéressant ce que vous dites. Oui, merci. Non, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Mais qu'à partir du moment où quelque chose dysfonctionne dans ce sens-là, eh bien, il y a obligatoirement quelque chose qui dysfonctionne dans un champ qui lui résonne. Ça me fait penser, alors je connais très peu malheureusement, j'ai pas eu le temps pour le moment de m'intéresser au domaine énergétique. C'est moins ce qui m'appelle, mais peut-être que ce sera le cas à un moment donné. Mais par contre, le champ qui m'intéresse, c'est le champ quantique. Et ce que vous dites, c'est que voilà, il y a une résonance entre certains points du corps et certaines problématiques psycho-émotionnelles. Et quand vous donnez la métaphore du microcosme qui fonctionne selon les mêmes règles que le macrocosme, on retrouve encore une fois cette même notion de résonance. Et même vous parlez de différents champs. Ah mais oui, mais elle va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment dans le champ quantique parce qu'il peut être mis à toutes les sauces, mais oui, il y a au moins quelque chose qui est... comment va-t-on dire ça? Très simple et très basique dans ce qu'est la vision de la physique quantique, et qui est une reproduction de ce que la médecine traditionnelle chinoise, à travers les notions de yin et yang, explique. C'est-à-dire que si ce qui m'intéresse, c'est le corpusculaire, je ne pourrais pas mesurer la vitesse de la particule. Alors là, vous m'avez perdu. On dit en physique quantique qu'il y a deux plans sur le champ des particules. Il y a ce qui est le champ du, entre guillemets, pondéral, ce qu'on appelle le corpusculaire, et il y a le champ de la vitesse de la particule, ce qu'on appelle l'ondulatoire. Le physicien qui veut observer la particule dans ce qui est sa densité n'en percevra que le corpusculaire. Celui qui veut observer sa vitesse n'en percevra que la vitesse. Et que on est exactement dans cette problématique-là, et qui obligatoirement nous amène à constater que quand on observe une dimension donnée, effectivement on a du mal à percevoir l'autre, mais qu'elles sont toutes les deux intimement liées, intriquées, parce qu'on ne peut pas les dissocier. Et il y a vraiment une relation très puissante, et avec une sagesse, une force incroyable, qui est la manière avec laquelle le corps est capable de nous montrer et de nous exprimer ça. Mais moi, ce que je me demande en vous écoutant, c'est dans les personnes que vous avez accompagnées, quel type de personne vient vous voir? Parce que par exemple, moi, dans mon cabinet, j'accompagne uniquement, principalement, des personnes qui souffrent de dépendance affective. Donc on est vraiment sur le plan psychique, du trouble de l'attachement, qui peut sembler lié à la représentation du lien à l'autre. Donc la psychologie, il explique très très bien. Bref, ils adorent expliquer le lien à la mère, à l'enfant, super. Aussi beaucoup dans le lien émotionnel à l'autre, mais alors j'y prête sûrement pas attention, hein, peut-être que je regarde soit le corpus musculaire ou soit la vitesse, mais j'ai pas de personnes qui viennent avec des mots du corps. C'est sûrement parce que j'y prête pas attention, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des résonances sur le corps, et donc du coup je me dis, est-ce que c'est des... Sur l'attachement? Ouais. Si, bien sûr. Et du coup, ce serait quoi du coup? Ah ben ça va être les comportements, notamment alimentaires. D'accord, ah ouais, maintenant que vous le dites. Maintenant que vous le dites, ouais. Ok. Mais ça, c'est un comportement, c'est pas le corps. Ah mais si, le comportement, il n'a de raison d'être que parce qu'il apporte une satisfaction ou une récompense au corps à un moment donné. D'accord.
Ok, très intéressant. Et là, ça signe donc la compensation obligatoire. Il n'y a que ça? Il ne peut pas y avoir le tabac, l'alcool Mais ça n'est rien d'autre qu'un comportement, entre guillemets, alimentaire. C'est-à-dire, on va s'alimenter à différents niveaux. On va consommer du sucre. Et on va consommer de l'alcool. L'addiction au sexe, du coup. Alors ça, alors là, vous êtes en train d'évoquer ce que sont les modes, qui sont les modes de gestion de la souffrance. Oui. Et dans les modes de gestion de la souffrance, il y a les modes de gestion qui sont les modes de gestion dans l'action, l'activité. Donc ça sera l'activité sportive excessive, ça sera le travail excessif, ça sera le sexe excessif. Parce que ça sollicite les sens physiques, ça fait fabriquer des endorphines physiques particulières, qui ensuite, lorsqu'elles se dégradent, produisent de l'ocytocine et de la sérotonine, donc des hormones de la récompense. Ça, c'est un premier champ Ensuite, il y a le côté plus passif, qui est celui qui va compenser par le remplissage du vide, entre guillemets, c'est-à-dire le fait alimentaire, le fait compensatoire, les attitudes excessives dans tous les comportements, dont l'attachement fait partie, etc., etc. C'est-à-dire, il y a différentes manières avec lesquelles on va aller agir. Mais l'attention qui est l'attention psychique ou émotionnelle qui est derrière, et il y a un moment donné, elle va toujours chercher une relation au corps. Et après, c'est uniquement une question de degré d'avancement. La personne qui est au début de son mode compensatoire, par exemple par l'alimentaire, n'aura aucun symptôme particulier. Mais si ce comportement compensatoire dure, les symptômes vont commencer à apparaître. Et c'est là où on va rentrer dans de la prise de poids, c'est là où on va rentrer dans du diabète, c'est là où on va rentrer dans de l'hyperacidité corporelle, c'est là où on va rentrer dans de la carence liée par exemple au fait anorexique, etc., etc. Okay. Il va y avoir énormément de manières. Le moment où le symptôme apparaît, c'est un moment où déjà c'est tard. Dans ce qu'il y a, par exemple, le rapport au sexe excessif, au travail excessif ou au sport excessif, eh bien, c'est non plus la compensation par la pathologie ou le dysfonctionnement organique, mais c'est souvent le fait traumatique. Je vais donc à la rencontre de la blessure, je vais à la rencontre du burn-out, je vais à la rencontre du malaise, je vais à la rencontre de la maladie sexuellement transmissible, je vais à la rencontre, etc., etc. C'est-à-dire de tous ces moments où quelque chose, à travers notamment mes structures profondes, essaye de générer un coup de semence pour que j'arrête le système. Et du coup, dans le cadre typiquement des personnes, parce que c'est les personnes qui nous regardent, hein, donc des personnes qui sont plutôt dans de la dépendance affective, manque d'estime de soi, typiquement, un praticien en shiatsu, qu'est-ce qu'il ferait physiquement? Mais ça, il y a des outils, il y a des majeurs. Moi, j'ai été amené, surtout depuis la dernière crise sanitaire, qui a fabriqué un monde qui est un monde assez terrible et dans lequel nous avons généré une souffrance incroyable qui s'appelle la désespérance et qui touche les deux grandes strates de population qui sont les jeunes et les vieux. Et qui sont donc les personnes qui sont à ces extrêmes des classes d'âge et qui conduisent à tous ces comportements de blessures, de violence sur soi, voire même de suicide. Cette désespérance, elle m'a conduit à devoir monter des protocoles spécifiques, parce qu'il y a des techniques qui permettent de régler cela. Il y a des outils qui permettent d'aller travailler sur des champs dans lesquels, par exemple, prenons des jeunes, tous les jeunes qui se scarifient, se tatouent, se mettent des piercings, etc., etc., sont des jeunes qui ont une espèce de philosophie de fond qui s'appelle nos futurs, qui n'ont pas de projection potentielle dans le futur, qui sont dans le besoin de reconstituer une notion ou une dimension tribale, qui ont besoin de refabriquer une identité parce que celle-ci n'existe pas, parce qu'elle n'a pas pu se construire par ce que propose le monde qui est autour. Et qui les renvoie à essayer de construire quelque chose, que ce soit une identité individuelle ou de groupe, à travers malheureusement ces écumes sans consistance qui s'appellent les réseaux sociaux, ou qui s'appellent ce genre de relations de surface et de superficie. Et là, il y a des réponses qui peuvent exister. La première des réponses, bien sûr, c'est un rapport au corps, c'est un travail sur le corporel. La deuxième des réponses, c'est qu'il y a des points d'acupuncture, il y a des techniques spécifiques qui sont là pour ça. Et les praticiens que je forme ont été formés pour aller travailler sur toutes les problématiques qui sont issues de ces mondes-là, comme on les rencontre aujourd'hui, comme le rapport à la douleur, la désespérance, la fibromyalgie, les problématiques d'identité féminine, les dysménorrhées, endométriose, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde dans lequel, justement, ces approches sont des approches qui restent un potentiel de réponse face à la vacuité des mondes que nous avons. Parce que nous proposons des mondes qui sont vides de sens.
Alors, j'aimerais bien aborder quelque chose avec vous, parce que par exemple, moi, on m'a souvent dit, et ça, je trouve que c'est très malveillant, je supporte pas les personnes qui osent donner des conseils qu'on n'a pas demandé, par exemple sur la souffrance psychique ou physique de quelqu'un. Et comment dire? Par exemple, moi, j'ai du psoriasis sur le corps, qui est donc dans toute ma famille, c'est génétique, c'est héréditaire. Non. Et ben voilà, j'ai la réponse. Et moi, on m'a souvent dit oui. Ça veut dire ça, alors ça signifie ça. Je trouve que c'est malveillant parce que c'est pas forcément demandé. Je trouve aussi que c'est problématique parce que c'est pas forcément un problème pour la personne. Et du coup, bah moi, ma question, c'est qu'en est-il des maladies génétiques et héréditaires? Non, et ça n'existe pas entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Quand on est dans cette pensée-là, on est dans une pensée qui externalise la responsabilité. C'est pas de ma faute. C'est ce qu'on m'a donné et ce qu'on m'a transmis. Ce qu'on me donne et ce qu'on me transmet, c'est un potentiel. C'est comme un jeu de cartes. Mais ce qui compte, c'est ce que j'en fais. Il n'y a aucune induction qui est déterminante vers ce genre de choses. Bah, par exemple, quand on regarde, encore une fois, le psoriasis, mais il y en a plein d'autres. Alors, je suis d'accord avec vous, par exemple, les mais personnes... on peut parler du psoriasis si vous voulez. Non, mais parlons par exemple de la dépression aussi. On sait que dans la génétique, il y a certains allèles qui sont marqués par certains troubles, comme la dépression, comme plein de trucs. Chloé. Il y en a qui se révèlent, d'autres pas, mais c'est quand même inscrit. Chloé, c'est assez comme avec la météo. Quand on vous dit, voyez, il y avait des nuages là, c'était normal qu'il pleuve. Il y a un certain nombre de fois où il y a les mêmes nuages et il ne pleut pas. Donc, oui, oui, c'est vrai. Voilà, il faut faire attention aux explications a posteriori. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons un exemple. Je vais prendre un exemple personnel. On vous dit que le diabète de type 1, il est transmis par la mère. Mon père était diabétique et effectivement, sa mère était diabétique. Donc, a priori, l'hérédité, qu'elle soit génétique, chromosomique, tout ce que vous voulez, elle fonctionne. Ou qu'elle soit d'ailleurs psychofamiliale, elle fonctionne. Ça va? Sauf que mon père avait un frère cadet de 2 ans, du même père, de la même mère, qui a grandi dans le même contexte que lui et qui n'a jamais été diabétique. Et donc, à partir de ce moment-là, on va commencer à poser les bonnes questions. Qu'il y ait un terrain inducteur favorable, personne ne va le nier. Ok. Ça va? Oui, c'est... Qu'est-ce que c'est qui fait qu'un gène devient déterminant ou pas? L'environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement si ce n'est ce avec quoi nous interagissons? Bah oui. Très bien. À partir de ce moment-là, l'individu doit arrêter de considérer que c'est la faute de l'environnement et doit s'interroger sur la manière avec laquelle il interagit avec cet environnement. Et là, on a une clé majeure. Si on veut aider les gens, après chacun fait comme il pense et comme il veut, mais si on veut pouvoir aider les gens, il n'est pas question à un moment donné de leur dire que c'est de leur faute. Il est question de leur dire, écoute, il pleut, là il y a un parapluie, qu'est-ce que tu fais pour aller le saisir? C'est-à-dire de quelle manière? J'ai un terrain qui est un terrain fragile. Par exemple, je suis l'enfant d'une famille et d'une hérédité, d'une famille de gens qui bouffent trop, qui mangent n'importe quoi, qui sont obèses, et dans les relations familiales, c'est de s'exprimer l'amour à coups de taloche. Voilà, on va dire, je suis victime de ce contexte-là et je me comporte pareil. Sauf qu'il y a plein d'enfants qui sortent de ces contextes-là et qui ne font pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut d'abord prendre conscience de en quoi le contexte, ça par exemple dans la génétique, ça s'appelle l'épigénétique, en quoi le contexte peut être, entre guillemets, aggravant en termes de facteurs inducteurs, mais pas causal. C'est-à-dire que ce contexte-là, nous avons toujours une action dessus. Parce que si le psoriatique, quelle que soit l'hérédité qui est la sienne, on va trouver un certain nombre de critères précis qui sont propres et qui sont transverses à tous les psoriatiques. Et dans lesquels, tant qu'ils n'auront pas conscience de ce critère précis, eh bien, ils continueront à mettre en place quelque chose qui est ce qu'est la portée volontaire du psoriasis. Parce que ça sert à quelque chose. Il n'y a pas une seule pathologie qui ne sert pas à quelque chose. Moi, ça me permet d'être unique, le psoriasis. Vous avez transformé la chose comme ça. Ouais. C'est cette jeune mannequin brésilienne qui a le vitiligo. Oui, Arlo, ouais. Qui l'a transformé aussi de la même manière, etc., etc. Oui, mais le vitiligo, par exemple, la peau peut pas se repigmenter. Bien sûr que si. D'accord, ok. C'est compliqué, c'est extrêmement difficile, parce que plus la racine qui a été à la base de ce qu'a été le vécu et la dégradation d'une certaine structure de l'individu a été profond, impactant, brutal, etc., plus ça va être difficile de revenir dessus. En tout cas,
on ne peut pas dire, et jamais vous ne m'entendrez dire, ou vous ne lirez dans mes lignes, que je donne des réponses toutes faites ou en disant mais si ça c'est très important. On peut faire non, je dis un certain nombre de fois ça a fonctionné. Je dis aussi dans mes livres et un certain nombre de fois je n'ai pas réussi. Mais je dis toujours ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas. OK. Ça c'est vous voyez, je vous prenais tout à l'heure l'exemple de mon père avec le diabète. On vous dit quand vous êtes diabétique insulinodépendant que plus vous prenez d'insuline, plus ça détruit des cellules particulières du pancréas qui s'appellent les îlots de Langerhans, et plus vous devez augmenter les doses d'insuline. Et c'était exactement ce qui se passait avec mon père. Pendant une vingtaine d'années, il se faisait 3 piqûres d'insuline par jour, enfin, etc., etc., etc. Et un jour, à 83 ans, donc c'était pas un enfant, c'était pas un petit jeune en pleine forme, à 83 ans, son corps est redevenu entièrement sain. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y a eu un clic, il y a eu quelque chose. Il y a eu un déclic particulier. Il y a eu quelque chose qui a pu être fait, qui a pu l'aider. Et où lui, il a entendu ce qui pouvait être fait et dans quelle mesure il pouvait être aidé. Et donc, il n'y a pas... On connaît ça en médecine, ça s'appelle les rémissions spontanées. Personne n'a la clé de la rémission spontanée. En revanche, on peut déjà, à minima, proposer à un individu, et je sais que c'est facile à dire quand on est extérieur à la chose, mais que quelle que soit sa situation, faut jamais qu'il accepte la notion d'impossible. Tout à fait. C'est important de le dire et comme vous le dites, je pense que moi, en fait, en écoutant votre interview, je me dis, c'est sûr que c'est malheureux d'aller voir un praticien quand le symptôme est déjà là et qu'on est déjà à un stade avancé de notre souffrance. Et après, faut pas non plus remplacer le traitement médical. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est sûr que c'est très intéressant. Faire des liens entre le corps et l'esprit, c'est considérer la maladie comme étant un signal, mais ça n'a jamais et ça ne doit jamais signifier qu'on ne doit pas s'occuper de la maladie. Moi, j'ai toujours des images très simples. Vous savez, quand je dis à mes élèves, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de faire un infarctus, c'est bien qu'il se mette en lotus et qu'il fasse des asanas, mais c'est mieux qu'il prenne de la trinitrine. Faut que les choses soient claires. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir en consultation et qui a une migraine carabinée, c'est bien de lui expliquer peut-être qu'il a des choses qui fait qu'il se prend la tête. Mais c'est quand même bien qu'il prenne une aspirine. Parce que quand on prend une aspirine, on a peut-être un peu moins mal à la tête. Et comme on a moins mal à la tête, on peut mieux réfléchir. Le problème, il est quand on prend le comprimé pour ne pas réfléchir. Quand on prend le comprimé uniquement pour faire taire. Mais il n'est absolument pas question dans le fait de constituer des liens entre le corps et l'esprit d'imaginer qu'il y a qu'à et qu'il suffit que. Le corps a besoin qu'on lui réponde, il a besoin qu'on le respecte, donc il a besoin qu'on le soigne. Ce que je me demande aussi dans la pratique thérapeutique, c'est est-ce qu'il y a, est-ce que le praticien peut reformuler des choses à son client dans le sens où travailler sur le corps, on a compris que c'était très important et que ça avait des résonances sur l'esprit psycho-émotionnel. Oui. Mais moi qui travaille beaucoup quand même avec l'esprit, le coaching, j'ai fait des études de psychologie avant, même en hypnose, il y a un entretien toujours avant avec le client pour le rendre actif. Est-ce que pareil, il y a une envie de rendre la personne active de son changement, pas juste en appuyant sur le bras, mais aussi en lui disant, tiens, réfléchis à ça. Est-ce qu'il y a des entretiens pour que la personne réfléchisse? Mais l'entretien est toujours très important. Par exemple, la première séance en shiatsu, quand on reçoit quelqu'un, elle contient une première partie d'environ 30-35 minutes d'entretien. D'accord. Avant même qu'on commence à toucher le corps. Mais l'entretien, il va amener à la fois à essayer de faire une espèce de bilan de ce que le patient nous amène, et il va être consacré autour de l'idée d'amener le patient à trouver les clés, pas de lui donner le sens. Ça, c'est la première des choses. En revanche, en dehors du moment où le praticien parle, appuie sur des points ou un certain nombre de techniques, va amener aussi de l'information dans des champs subtils à travers ce travail sur l'énergétique, il va aussi donner des des conseils comportementaux, des conseils alimentaires. Nous sommes dans un monde dans lequel nous avons une telle volonté de toute puissance que nous croyons que nous pouvons dépasser les lois de la nature. Donc on oublie que la nuit c'est fait pour dormir,
Donc on n'oublie pas, par exemple, des choses aussi basiques et aussi simples. On considère qu'on doit pouvoir constituer les horaires qu'on veut, qu'on doit pouvoir manger ou faire ce que l'on veut, n'importe quand, n'importe quel moment, etc. C'est peut-être pas aussi simple que ça, et que nous avons des rythmes biologiques, qu'il y a une mécanique corporelle qui a besoin de cela. Si on en veut une preuve très simple, il y a juste parler un peu avec des gens qui sont des personnels navigants dans des longs courriers aériens. Il y a un tel décalage de leur horloge biologique à un moment donné qui finit par s'inscrire, qu'il y a des marques dans le corps qui apparaissent. Les cycles qui disparaissent complètement chez les femmes, les hommes qui ont passé les 40 ans rentrent dans des dépressions graves, etc., etc. Et donc, il y a une nécessité fondamentale à revenir à une conscience un peu plus humble de ce qu'est l'humain dans le monde dans lequel nous vivons. Et ça, le praticien a besoin d'aller aiguiller. Mais des conseils très basiques et simples. Pourquoi regarder un film d'horreur le soir avant d'aller se coucher? Qu'est-ce qu'on s'imagine qui va se passer pendant la phase nocturne? Bah, c'est très marrant parce que quand j'étais plus jeune, je me droguais aux films d'horreur. Je pense que j'avais besoin d'anticiper la peur. Et depuis quelques années, impossible d'en regarder. C'est comme si mon corps le rejetait complètement. C'est pas votre corps qui le rejette. C'est quoi? Votre corps, il s'en fout des films d'horreur. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, la peur, elle se loge où dans le corps? Ah ben, elle se loge à différents endroits. Mais il y a deux zones fondamentales qui sont les reins et le cœur. D'accord. Okay. Mais moi, je le sens pas quand j'ai mal au rein. Enfin, je sais pas, peut-être. Ça peut se traduire par plein de choses. Notamment par une acidification du terrain corporel. D'accord. Qui va avoir des conséquences au niveau de la peau. Ok, très intéressant. Très intéressant. Très bien. J'ai une autre question. Qui fait qu'on a besoin de la durcir pour constituer une armure. Je devrais peut-être aller vous voir alors. Je ne sais pas. Bah écoutez, c'est hyper intéressant, mais pour le moment, pour moi, c'est pas un problème. Mais qui a parlé de problème? Bah, je me le dis pour moi en fait, surtout. Mais je prends l'information. Et je vous remercie. La question que je me pose, c'est pour les personnes traumatisées qui ont eu un syndrome de stress post-traumatique. On sait que ça se voit sur le corps, sur la manière de réagir aux situations, le fait d'être tout le temps très angoissé. En survigilance. En survigilance. Comment est-ce que, justement, en shiatsu, on peut répondre à ça? Il y a des réponses en shiatsu. Il y a une réponse majeure. Hein. Si le post-trauma est très clairement identifié, etc., ça s'appelle le MDR. Mais c'est pas du shiatsu, ça? Non, c'est pas du tout du shiatsu, mais je ne parle pas que pour ma paroisse. D'accord, ok. Mais c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement efficace, efficace, mais qui vient en résonance avec le shiatsu. Parce que forcément. Comment expliquer que des mouvements mouvements oculaires puissent avoir une action sur de la mémoire? Exactement. Voilà. Ben oui, c'est vraiment la preuve physique. Voilà. Ouais. Et donc, par du travail corporel et par le travail de certains points d'acupuncture, bien évidemment qu'on peut libérer ces tensions post-traumatiques. Ok. Eh bien, il me reste deux questions à vous poser. Oui. La première, c'est que de toute votre carrière, quel est l'apprentissage qui a été le plus important pour vous? Et si vous en avez un actuellement, que vous cheminez sur quelque chose, si vous pouvez vous partager votre apprentissage actuel, ce serait bien. Bah, moi, l'apprentissage qui a été... il y a eu deux grandes clés d'apprentissage, si vous voulez, qui ont été majeures pour moi. Un, c'est l'apprentissage de ce qu'est la philosophie orientale, notamment la médecine traditionnelle chinoise, parce que ça bouleverse les codes référentiels habituels que nous connaissons en Occident. En Occident, on vous apprend, selon les termes de la pensée cartésienne, que quelque chose ne peut pas être et être son contraire. Les philosophies orientales vous disent que quelque chose peut être et être son contraire. Vous avez un exemple? Oh, mais il y en a plein, il y en a des wagons. Vous voyez, en ce moment, là, c'est le plein jour. Ouais. Eh ben, dans la philosophie orientale, on vous dit non, mais ce que tu vois pas, c'est que depuis midi, la nuit a commencé à arriver. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a une interaction permanente et que rien n'est arrêtable et enfermable dans une petite boîte fermée et définitive, et que tout n'est que quelque chose de relatif à quelque chose d'autre. Ouais, mais d'un point de vue psycho-émotionnel, ça donnerait quoi, par exemple? D'un point de vue psycho-émotionnel, ça va donner, par exemple, le fait que face à une situation donnée, je peux être dans le vécu du premier degré et du frontal, ou je peux être dans le vécu de la mise en perspective.
Le vécu du frontal, etc., c'est pourquoi le monde m'en veut, pourquoi l'autre m'en veut, pourquoi l'autre m'a fait ça. Et le vécu qui est un peu plus oriental, c'est celui de se dire, tiens, pourquoi je vis ça et qu'est-ce que je peux en faire? Et ce point de vue-là, par exemple, du point de vue d'un symptôme physique? C'est la même chose. Ce symptôme physique, c'est de la douleur. Cette douleur me fait mal. Qu'est-ce que je peux faire? Face à cette douleur, je peux répondre à l'occidental, je fais taire la douleur. Ça donne la problématique qu'on rencontre aujourd'hui avec l'explosion des anesthésiants et le problème de tous ces anesthésiants de type morphinique qui font des dégâts absolument incroyables à travers le monde entier. Ou alors, la réponse, ça peut être, qu'est-ce que cette douleur a à me dire? Ça ne veut pas dire que je traite pas la douleur, mais déjà, quand je prends conscience et que je porte mon attention dans cette dimension-là, à partir de ce moment-là, la douleur commence à évoluer, voire à diminuer. Et en tout cas, quand elle prend un sens, elle ne devient plus quelque chose qui est un ennemi, mais elle devient une information majeure qui m'oblige à m'occuper de moi. Je me lève le matin, j'ai mal au dos, je suis fatigué, etc., etc. Je peux prendre du survector, des excitants, des machins et des antalgiques pour continuer à tirer sur la corde. Ou je peux entendre la douleur et dire, tiens, mais est-ce que j'en aurais pas un peu plein le dos? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à ce moment-là pour que ça aille un petit peu mieux? On est dans une dépolarisation complètement radicale par rapport à ça. La deuxième des choses et des approches fondamentales qui a fait évoluer beaucoup de choses dans ma vie, c'est la rencontre avec, bien sûr, la psychologie analytique, c'est-à-dire Jung, et toute la connaissance de Jung, et notamment... Je trouve ça super que vous ayez cette polarité, en fait, c'est-à-dire le point de vue physique, santé traditionnelle orientale, et en même temps, le point de vue analytique, très ancien quand même, Jung. Mais c'est majeur, c'était majeur, parce que... Parce que souvent, on a tendance à opposer. On pourrait croire que les deux sont opposés. Ah non, bien sûr que non. D'ailleurs, Jung a développé certains de ses concepts après avoir rencontré un traité d'alchimie chinois qui s'appelle le traité de la fleur d'or, et dans lequel il a compris un certain nombre de choses. Il a développé sa théorie de la réconciliation des opposés, etc., à partir de ses écrits d'Orient. Et ensuite, même dans ses écrits personnels, Jung a beaucoup travaillé sur les mandalas et la puissance psychique des formes et des représentations et des dessins. Donc, il a été très, très imprégné par cette connaissance-là. L'intérêt pour moi, il était extrêmement simple, c'est que je suis quelqu'un qui a une espèce de rationalité de base et une prégnance à la vie, au vivant, qui est que je ne me contente pas de trouver une idée sympathique, je veux qu'elle soit cohérente avec un ensemble qui s'appelle la vie. Et donc, je considère que quelque chose est une pensée qui peut avoir de la cohérence quand elle est capable de devenir transverse avec l'agriculture. Et c'est ce qui m'a amené à aller chercher un petit peu dans beaucoup d'approches et beaucoup de visions différentes pour voir à quel point cette transversalité, elle pouvait exister. Et si elle existe, elle est pour moi la signifiance d'une cohérence de fond. Je trouve ça me parle beaucoup, comment dire, cette recherche, pas de vérité, mais en tout cas de plusieurs approches pour voir les choses sur différents angles et pouvoir voir ce qui est commun et avoir une vision plus globale de la chose. Je trouve que c'est vraiment très important parce que ça n'enferme pas notre pratique et notre vision du monde et donc nos clients sur une approche, mais au contraire, ça permet de l'enrichir. C'est fondamental pour deux conditions qui sont pour moi majeures pour un praticien, qui est l'humilité et le respect. Voilà. L'humilité, je suis très d'accord avec vous. Et le respect de ce que le patient vous amène. Parce que souvent, les praticiens, quand un patient leur amène quelque chose qui ne correspond pas à ce à quoi ils croient, ils vont avoir tendance à essayer de le faire rentrer dedans. Alors qu'il faut totalement respecter ce qui vous amène, parce qu'il y a sans doute quelque chose à en apprendre. Et qu'après, ça n'est qu'une question de paradigme, de code, de mots, de vocabulaire, de sens. Tout à fait. Et pour terminer, eh bien, comment est-ce que vous voyez dans le futur, quels sont les prochains projets, à quoi vous voulez vous ouvrir? Mes prochains projets, mais c'est la continuation un petit peu de ce que je mène, c'est-à-dire que qui est un vrai travail d'Hercule, mais en même temps quelque chose qui est passionnant. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé et je continue à aimer, à défricher, à avancer, à aller chercher un petit peu plus loin. C'est-à-dire à jamais s'arrêter dans la satisfaction du parcours déjà fait. Donc ça va se traduire par des choses très basiques et très simples qui vont être des évolutions et de la manière avec laquelle je peux continuer à respecter et à accompagner mes élèves. Ça, c'est la première des choses dans leur pratique. Il y en a qui sont installés partout. Donc, répondre à leurs questions, leurs interrogations, etc., etc. Donc, ça va avoir pour effet de m'obliger à continuer à me nourrir et à progresser moi-même. Parce que sinon, il y a un moment donné, on se fait toujours rattraper et là, ça va plus du tout.
Et puis, ça va être la continuité dans l'écriture. Très bien. Voilà. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous présenter, enfin peut-être mettre des ouvrages en avant ou mettre peut-être votre formation en avant pour qu'on puisse savoir comment nous procurer vos livres ou en savoir plus sur vos formations? Alors, il y a un outil informationnel basique, fondamental, actuel, etc., qui s'appelle un site internet. Très bien, je le mettrai dans la description. Voilà. Donc, c'est le site qui s'appelle shiatsu-institut.fr. Ça, c'est le site où tous les éléments concernant les formations professionnelles ou individuelles, on peut se former pour des raisons familiales, pour pratiquer en famille, etc., etc. Et en termes, je pense, des ouvrages de référence, je crois qu'il y a, au-delà de ce qui est, on va dire ça, tous les écrits. J'ai écrit un monument qui s'appelle Shiatsu Fondamental, qui pose tous les fondamentaux de ce qu'est la pratique du Shiatsu. Donc là, tous les gens qui veulent vraiment aller vers ça, ils peuvent se diriger vers cet ouvrage-là. L'idée fondamentale de ma pensée, c'est l'ouvrage qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Je le vois juste en fait. Voilà. Il y a deux axes complémentaires qui peuvent venir avec ça, c'est-à-dire que on a pu constater parfois qu'il y a des notions de temps dans la vie. Il y a des âges où des souffrances apparaissent. Il y a des cycles dans lesquels des maladies ou des pathologies peuvent se manifester. Il y a des dates qui sont des dates très marquantes, etc., etc. Et là, j'ai un ouvrage qui s'appelle « Dis-moi quand tu as mal et je te dirai pourquoi », qui vient parler des différentes époques de vie. C'est génial. Il y a les âges, il y a 21, 42, 63, oui. Et donc, où il y a vraiment des rendez-vous précis, qui sont des choses et des épreuves, entre guillemets, qui ont été à dépasser. Et puis, un ouvrage dans lequel, il y a une espèce d'éventail de réponses dans le comportement à soi pour aller chaque jour de mieux en mieux, qui s'appelle d'ailleurs « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux ». Où là, il y a tout, parce que voilà, on ne doit pas s'endormir de n'importe quelle façon. Et c'est marrant d'ailleurs parce que la plupart de vos ouvrages commencent par « Dis-moi ». Et encore une fois, c'est marrant parce que ça fait le lien entre la pratique corporelle et la pratique verbale qu'on pourrait penser opposée dans les pratiques corporelles. Voilà. Et puis j'ai tenu à ce style de titre parce que cela me permettait de positionner mon discours comme un dialogue avec l'autre, pas comme quelque chose qui assène un élément, une information, une vérité. Prends ce livre, tiens, là c'est les solutions pour aller mieux, machin. Non, c'est pas ça. On est comme en discussion avec un ami ou quelqu'un avec qui on dialogue et on échange un certain nombre de choses. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la structure de l'écriture pour que le moins possible, et a priori, ayant dépassé les 750 000 exemplaires, je pense que ça a été, entre guillemets, réussi, l'écrit ne soit pas perçu comme étant soit une recette, soit une culpabilisation, mais au contraire comme une espèce de grille d'accueil et qui amène à la question du sens. Voilà. En tout cas, moi, j'ai énormément aimé échanger avec vous. Merci, Je trouve que votre approche, elle est très élégante dans la manière d'amener les choses. Elle est très bienveillante et c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et je pense d'ailleurs que le changement se fait beaucoup aussi dans la qualité du lien avec le thérapeute. Bien sûr. Donc, je suis tellement d'accord avec vous que il y a beaucoup aussi, évidemment, dans la compétence, la formation, mais surtout dans le savoir-être. Savoir-être. C'est super important, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai appris beaucoup. J'espère que vous aussi. Mettez-nous dans les commentaires vos réactions sur cette interview avec Michel. Vos questions, comme ça, vous pourrez aller jeter un œil et y répondre. Et moi aussi. Et je vous mettrai donc les ouvrages de Michel Audoul dans la description de cette vidéo, ainsi que son site internet pour les personnes qui veulent en savoir plus. Merci à tous. Un dernier mot pour la fin? Oh non, écoutez, bon voyage sur le chemin de la vie, voilà. Que celui-ci soit le plus confortable qui soit. Merci à vous aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.